BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, comme toutes les semaines. Et puis notre bibliothécaire Eva Jaco qui vous présentera le livre qui fascine toute la classe politique. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux où vous retrouverez tout absolument sur l'émission, les références des livres, des petites vidéos en plus qu'on vous offre et puis sur l'émission que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube quand vous ne la regardez pas en direct le samedi à 21 h ou sur le replay de BFM Business. Mais tout de suite, place aux auteurs. Une librairie de l'écho consacrée à l'approche des fêtes, au commerce, aux commerçants et aux commerciaux. Le secteur doit surmonter de multiples défis, la concurrence du commerce digital, l'inflation des coûts, la transition écologique. Alors quel modèle de commerce fonctionne aujourd'hui? Les magasins physiques ont-ils encore un avenir? Et puis comment être plus performant, plus efficace, bref, mieux vendre quand on est un commercial, fonction dont l'importance est trop souvent minimisée, on vous le dit régulièrement sur BFM Business. Pour répondre, deux invités, deux papes du commerce, deux champions. À ma gauche, Michel Kahn. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuel. Michel, vous êtes le président de la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise, l'IREF. Vous avez été le premier franchiseur de France en 1972. Plus jeune. C'est bien ça, le plus jeune, pas le premier, effectivement. Et vous publiez donc Franchise et Partenariat, 8e édition de ce grand classique chez Duno. Et puis notre autre sorcier de la vente et du commerce aujourd'hui, c'est Guillermo de Bissotto. Pardon, Guillermo. Vous êtes consultant, formateur en développement commercial et marketing. Et vous publiez Questions pour un champion de la vente. C'est aux éditions Erol. Et vous êtes maintenant directeur commercial d'une société qui s'appelle Task Force. Formidable. On commence avec vous, Michel Kahn. Est-ce que vous pouvez nous dresser, pour bien comprendre le paysage, une typologie des différents types de commerce? Alors, le commerce organisé indépendant, tout à fait indépendant, c'est-à-dire charcutier du coin, ouais, la boulangère, etc., indépendante, ouais, isolée. La deuxième famille sera le commerce intégré, c'est-à-dire qu'il y a une société mère qui développe un réseau de multiples points de vente physiques. D'accord. Et puis, il y a le commerce organisé indépendant et associé. D'accord. Donc, pour bien comprendre, quand on est le magasin d'une maison mère, on est employé par cette maison mère. C'est ça. Quand vous parlez de commerce organisé indépendant, ça recouvre quel type de commerce? Alors, ce sont les réseaux de franchise, de partenariat, de concession, de licence de marque, de coopératives et d'autres formes encore. Ce sont des commerçants juridiquement et économiquement indépendants. Indépendant, mais quand même, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir Michel Kahn, c'est que c'est quand même une forme de commerce qui est celle qui progresse quand même quasiment le plus ces dernières années. Quels avantages trouvent des commerçants à justement s'adosser à des grandes marques de franchise? Alors tout d'abord, je suis convaincu que lorsqu'on veut entreprendre, créer son entreprise, opter pour l'une des formes, franchise ou partenariat, c'est sûrement le plus grand réducteur de risque. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, on acquiert une marque et une enseigne qui est déjà connue ou qui est en train de l'être à forte vitesse. Mais on est le patron chez soi, il faut le rappeler encore. On est le patron chez soi, voilà, absolument. Oui. Ensuite, on bénéficie d'une assistance technique. Selon certaines formes, on bénéficie d'un transfert de savoir-faire.
On a de multiples services, c'est-à-dire des achats en commun, la publicité en commun, et tout cela est très vertueux parce que, eh bien, on réalise d'énormes économies d'échelle. Est-ce que, en même temps, on a envie de se dire, est-ce qu'on n'est pas trop corseté? Est-ce que c'est pas trop rigide quand on est finalement membre d'une grande franchise? Même si, encore une fois, on est le maître à bord, on doit quand même respecter un certain nombre de contraintes. Ça ne doit pas être facile à trouver le curseur entre la liberté et les contraintes de la franchise. La franchise, c'est tout simplement la réitération d'une réussite. Ouais. Donc, en plus, on paye pour cela, pour rentrer dans un réseau. Alors, je pense que l'intérêt de celui qui a payé pour dupliquer la réussite, il a tout intérêt à suivre ce qu'on lui propose de faire, car un réseau qui a 30, 40, 50, pourquoi voulez-vous que le 51e ne fonctionne pas? Donc, il a tout intérêt à suivre les recommandations. Alors, il faut le rappeler, hein, franchise plus partenariat. Alors, vous allez nous expliquer la différence, mais c'est quand même quasiment, c'est plus d'un tiers du commerce de détail en France. Oui, alors on est à 34% à peu près. Si vous voulez, vous l'avez souligné, j'étais le plus jeune franchiseur de France en 72. Nous avions 34 enseignes en France, 34. Aujourd'hui, pour vous montrer combien d'enseignes ce qui s'est développé, en haut, nous avons 2300 réseaux en tout. Ah ouais. En dessous, 198 000 entreprises affiliées, 1 450 000 emplois et un poids quand même de 220 milliards pour toutes les formes de commerce organisé indépendant et de commerce associé. C'est quoi vous pouvez nous citer les enseignes de franchise les plus connues, alors celles que les Français retrouvent dans tous les centres-villes? C'est un peu le reproche qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, c'est que maintenant vous pouvez aller dans n'importe quel centre-ville français, notamment les villes moyennes, vous retrouvez exactement les mêmes rues commerçantes avec les mêmes franchises en fait. Il y a de la standardisation, mais il y a en même temps des formes qui se sont développées et qui permettent une plus grande liberté à l'affilié, aux partenaires, pour s'exprimer dans une proximité locale. Quelle différence vous faites entre franchise et partenariat? Alors, la franchise est une forme de contrat. Le partenariat est une autre forme de contrat. La concession, la licence de marque, ce sont des formes de contrats différents. Alors, entre le partenariat et la franchise, on a dans la franchise une organisation un peu plus verticale, hiérarchique. Le partenariat est une relation managériale qui est complètement horizontale, participative, collaborative, qui est un peu plus proche, disons, du système coopératif comme le font les grands distributeurs. Est-ce que ce type d'organisation est mieux adapté à certains secteurs qu'à d'autres? Est-ce qu'il y a des secteurs, par exemple, dans lesquels la franchise et le partenariat, ça ne fonctionne pas? Non, on couvre à peu près tous les secteurs, c'est-à-dire le commerce, le service aux entreprises, le service à la personne, l'artisanat et même l'industrie. Puisque c'est presque une émission de conseil aujourd'hui, avec les bonnes astuces, les bons trucs pour réussir dans le commerce. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes pour lesquelles ça ne fonctionne pas? C'est quoi les pièges à éviter? Alors là, je reprends ma casquette de président du cabinet Michel Kahn Consultant, qui accompagne évidemment les entreprises qui veulent se structurer en réseau. Nous voyons arriver sur le marché 260 nouveaux concepts qui veulent se développer en réseau. Chaque année? Chaque année. Ah ouais. Là-dessus, en moins de 3 ans, il va en rester 17. Et en moins de 5 ans, il ne restera plus que 9. Ah, mais il y a un taux de mortalité incroyable. Absolument. Et tout cela parce que il faut comprendre que ces deux métiers que l'entrepreneur fait, son propre métier dans son secteur d'activité, et le second, celle de patron de réseau, celle de manager de réseau, celle de développeur de réseau, qui est un autre métier. Et ce métier, il est très, très complet, très spécialiste. Donc, les erreurs que les gens commettent, c'est d'abord un manque de fonds propres. C'est toujours pareil, quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, on n'y arrive pas. Ensuite, il y a des procédures très précises. En plus, on a le recul de nombreuses années maintenant en termes d'expérience pour éviter des erreurs.
Comment vous voyez évoluer le petit commerce, Michel Kahn? Quelles leçons d'abord vous avez tirées de la crise sanitaire? Est-ce que ça a été un bouleversement est-ce qu'il y aura un avant? Est-ce qu'il y a un avant et un après crise sanitaire? La digitalisation, c'est-à-dire le multicanal, la complémentarité avec Internet, etc. C'est quoi l'avenir du petit commerce? Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler et vous aviez tout à fait raison dans votre approche. Qui n'a pas été visionnaire, parce que ce que les gens appelaient avant une crise, en fait, ce n'était pas une crise, c'était une mutation profonde, mais qui s'est complètement accélérée. C'est-à-dire le Covid, rien n'a changé, mais tout s'est accéléré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, les gouvernances de réseaux, parce que je vois les réseaux par rapport au commerce isolé qui, malheureusement, est en train de mourir dans son isolement, parce que il ne bénéficie pas des économies d'échelle, il est tout seul pour être créatif et innover, il n'a pas la force de communication, il est livré à lui-même et c'est très difficile. Alors en revanche, il y a quand même des commerçants isolés, indépendants, qui ont des entreprises magnifiques et qui pourraient les développer en réseau aussi. Donc, on voit bien les centres-villes et les cœurs de ville souffrent actuellement de la désertification de ce commerce qui se réorganise un peu partout. Et un peu partout, ça veut dire quoi? C'est que ce qui s'est passé, on est passé au phygital, c'est-à-dire le physique et le digital en même temps, et en plus l'omnicanalité, c'est-à-dire il faut être présent sur tous les canaux de distribution, être extrêmement agile pour répondre aux nouveaux comportements, parce que eux aussi ils ont changé. Les consommateurs n'ont plus les mêmes approches et les mêmes attentes. Alors, Guillermo Di Bisotto, on a tous envie de savoir, c'est quoi un bon vendeur? Eh bien, merci Emmanuel de me recevoir. Et pour vous répondre, Emmanuel, un bon vendeur, c'est d'abord une personne qui va se préoccuper du quotidien de la personne à qui il s'adresse. D'accord. En fait, je pense sincèrement qu'il y a d'abord l'autre, son quotidien, et potentiellement ses frustrations, on va y revenir certainement. Et puis après, il y a le vendeur, et puis après, son offre. L'offre, elle doit venir en dernier. Parce que si on considère que l'offre vient en dernier, eh bien, on ne va pas essayer de combler un besoin. Qui sommes-nous, vendeurs, pour... Est-ce que nous sommes omniscients pour penser que la personne a besoin de notre offre? Non, je pense que ça fait 60 ans qu'on fait fausse route sur cette histoire de vente. Alors, je résiste pas au plaisir de vous citer Jean-Pierre Mariel, quand même, qui est un peu un escroc dans le film L'Entourloupe, qui dit, finalement, le bonheur, quand on est commercial, c'est de vendre à quelqu'un un produit dont il n'a pas besoin, ou alors qu'il n'a pas les moyens de se payer. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis même pas d'accord avec le fait que la vente commence quand le client dit non. C'est un livre qui est sorti en 54. Je ne suis pas d'accord. La vente commence éventuellement quand le client dit peut-être non, mais pourquoi pas. Et après, on fait monter la température de l'interaction jusqu'au oui. Alors, mais on commence pas par non. Non est une phrase complète, alors, comme disait Jane Fonda. Être un bon vendeur, ça commence par quoi? Vous dites l'offre, c'est pas si important, mais enfin quand même, ça commence d'abord par élaborer une offre. Hein. Alors oui, la vente ne commence pas avec le démarchage, puis l'entretien de vente. Ça commence d'abord par le marketing, puis après, il y a tout ce qui est préparation mentale. Après, il y a tout ce qui est planification stratégique, s'organiser. Ça prend du temps. L'acte de vendre, de préparer sa vente, ça prend du temps. Après, il y a le démarchage, l'entretien de vente et puis le management commercial éventuellement après. Mais il faut bien considérer qu'il y a une offre, en effet, et c'est très important d'avoir la bonne offre qui s'adresse à la bonne cible, avec le bon message. Si déjà on n'a pas ces trois données, ça va être très compliqué de vendre. Vous ne pouvez pas vendre une pizza au bœuf à un public de véganes. Ça ne marchera pas. Et je me rappelle une petite histoire. En 2011, on est à la Sorbonne, on est 300-400 entrepreneurs, et il y a une conférence animée par Pierre Kosciusko-Morizet, Stéphane Trépoz et Geoffroy Roux de Bézieux. Et on élabore des petits ateliers, puis après vient le temps où on fait le reporting.
Et alors, dans mon souvenir, ça fait comme ça. Geoffroy Roux de Bézieux s'enflamme. Presque, dans mon souvenir, il met son poing sur la table. Il dit, mais je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vous m'avez dit que entreprendre, c'était une aventure. Entreprendre, c'était changer le monde. Entreprendre, c'était une vision. Mais il y en a trop peu qui m'ont parlé de vente et de vendre. Alors, et il a raison. Mais l'enfer entrepreneurial est pavé de bonnes inventions, j'imagine. Donc, du coup, c'est quoi vendre? Est-ce que c'est finalement, est-ce qu'on le fait avec des techniques plus ou moins manipulatoires pour revenir à vendre, ça? c'est un peu manipulé quand même. Et alors, c'est vous qui décidez. Ça dépend de l'intention. Un marteau, vous pouvez faire plein de choses avec et planter des clous. Vaut mieux planter des clous avec. C'est pas l'outil qui est à condamner, c'est l'intention derrière, éventuellement. Est-ce qu'il y a des techniques infaillibles pour vendre? Juste considérer l'autre, considérer qu'il a un quotidien et que vous êtes peut-être une donnée qui va venir soulager une frustration. Et la frustration, elle naît d'où? Elle naît du fait que le besoin dont on parlait, le besoin n'est peut-être pas aussi bien comblé qu'il pensait qu'il l'était précédemment. Et donc là, du coup, on touche véritablement la vente quasiment systématique. Quand je vendais des protections juridiques, je ne suis pas allé, dans une autre vie, il y a 15 ans, mais je ne suis pas allé sur le terrain pour appeler, prendre le bottin et appeler tout le monde pour dire je propose des assurances. Non, je suis allé au tribunal des prud'hommes, j'ai photographié des informations publiques, j'ai photographié les informations de toutes les personnes qui avaient un procès et je les ai tous appelés pour leur dire je veux payer votre avocat. Bon, la prochaine fois, par contre, mais je peux payer votre avocat. Là, la frustration, le coût de l'inaction à ce moment-là était tellement important que... Donc ça commence par cibler ses prospects, quoi. Oui, ça commence par définir son persona, son avatar. Et je ne suis pas d'accord... L'avatar, c'est le client... Idéal. Et je ne suis pas d'accord avec ces 15 questions. Donc vous faites un portrait de plus en plus précis pour essayer de savoir... Alors, normalement, c'est ce que les marketeurs vont vendre. Ouais. Vont vous poser 15 questions, mais je pense que si vous répondez aux 15 questions, déjà, vous êtes très fort, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous ne savez pas répondre aux 15 questions, vous êtes probablement l'avatar de la personne qui a écrit l'article. Pour que vous preniez ces conseils, évidemment. Non, je pense qu'il n'y a que juste 2 questions à se poser. C'est qui est la personne la plus emmerdée, excusez-moi de l'expression, mais qui est la personne la plus emmerdée par la problématique que je propose de résoudre, et 2, où se trouve-t-il en masse? Parce que, quitte à faire un effort, autant l'optimiser. Eh oui. Mais c'est quoi, enfin, veut dire, vendre, c'est quelle proportion de technique et quelle proportion d'intuition? 100% d'humain. Je pense que la technique nous perd véritablement. La technique, c'est arriver avec des outils et finalement considérer que l'acheteur, le prospect, le client va être un moyen d'atteindre ses propres objectifs. Je pense que en considérant cette dynamique-là, je pense qu'on se perd. On loupe un nombre d'opportunités juste démentielles, parce que c'est pas le cadre de vie que vous faites qui est important avec le contrat qui va sortir derrière, c'est les 15 que vous n'avez pas initiés parce que vous avez oublié de vous intéresser à l'autre. Mais comment on fait pour donner envie d'acheter à quelqu'un qui n'avait pas forcément l'idée qu'il allait acheter? Mais Emmanuel, on vend tous et tout le temps. Je reprends Daniel Pink, un super auteur qui a écrit « Convainquez qui vous voudrez ». Il y a une personne sur 9 qui vend avec ses mallettes, ses contrats, et on passe tous 40% de notre temps à faire bouger l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vendons des valeurs à nos enfants. L'avocat va vendre une interprétation de la loi et pourquoi pas faire jurisprudence. Le médecin va même vendre un diagnostic, entre guillemets, va vendre un diagnostic et le traitement qui va avec. Même nous tous, nous vendons des moments privilégiés avec nos conjoints. J'ai vendu Top Gun 2 à ma femme. Elle n'était pas partie pour aller le voir. Ah mais non, quand je lui ai dit, viens, on va voir Top Gun 2, elle m'a dit, attends, le film là avec les gars qui jouent torse-poil au volet,
Non, pas trop. Je lui ai dit 4DX. Et 4DX, ça veut dire sensation, ça veut dire expérience. Elle m'a dit Space Mountain, je lui ai dit banco. Elle déteste toujours Tom Cruise, mais elle a adoré l'expérience. Bon, c'est quand même dur d'être vendeur parce qu'on se prend quand même des râteaux. Ah bah, si on s'adresse à la mauvaise personne, oui. Oui, mais ça marche pas à tous les coups. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un métier qui demande d'avoir une forme de détermination, de courage, d'optimisme. Il y a toute une partie de votre livre, d'ailleurs, qui est consacrée finalement Préparation mentale. à la préparation mentale du vendeur. Bien évidemment, la préparation mentale et la préparation tout court. Je prépare une action commerciale, c'était il y a 2 semaines. J'ai mis 1 semaine véritablement à la préparer de A jusqu'à Z. En 2 jours, porte de Versailles, on fait 21 entretiens, 12 démonstrations, on a posé 6 rendez-vous et on est en train de poser un certain nombre de devis quand même plutôt assez intéressants. Tout se prépare, on n'est pas là, la tchatch n'a aucun sens. La préparation a un sens. Mais ça veut dire... qu'est-ce que vous mettez dans la préparation? C'est quoi la méthode pour bien préparer? Déjà... D'abord, bien connaître son produit, j'imagine quand même. Oui, mais c'est pas... À la limite, entourez-vous de quelqu'un qui le connaît mieux que vous pour répondre aux objections techniques, éventuellement. Le plus important, c'est de repérer ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. D'essayer de faire de son mieux pour éviter les lectures de pensée. Par exemple, je le dis dans mon précédent ouvrage, C'est où qu'on signe, qui est sorti en mai dernier, quand le client vous dit, ou le prospect vous dit « je ne sais pas », est-ce qu'il a besoin d'informations supplémentaires? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il est juste en train de dire... Peut-être qu'il n'ose pas vous dire non. Mais non, peut-être qu'il est en train de dire « je ne sais pas si le budget va passer ». Et donc, je ne sais pas est une objection qui devient une objection de prix. Alors que ce n'était pas dans le manuel. Alors, dans le mien, oui. Mais, le je n'ai pas le temps n'a rien à voir avec l'agenda. Comment on fait pour fixer le bon prix? Je pense qu'on augmente petit à petit. Alors, au début, on y va un peu au pifomètre, un petit peu comme les objectifs, parce qu'on ne sait pas trop dans quel périmètre on arrive. Et puis après, on essaye de faire de son mieux tous les jours pour augmenter la valeur perçue de son offre. Et en augmentant la valeur perçue de son offre, on augmente les marges, on augmente la valeur que la personne à qui on s'adresse va percevoir de ce que vous êtes en train de proposer. Et l'idée, c'est de toujours faire en sorte que la valeur réelle soit toujours supérieure à la valeur perçue. Donc que la personne à qui vous adressez en est toujours plus que ce qu'il en espérait. Donc globalement... l'idée, c'est véritablement de dire, si vous promettez le 7e ciel, livrez le 8e, mais commencez par promettre le 3e pour livrer le 4e. Allez-y, crescendo. Vous citez les 3 règles d'or de la communication. Oui. C'est quoi ces 3 règles d'or? Le ne pas n'existe pas, alors c'est un peu faux. Mais vous dites par exemple, il ne faut jamais commencer... Le ne pas existe, bien sûr. C'est un raccourci. Il ne faut jamais commencer en abordant un client de lui dire est-ce que je vous dérange ou pas? Oui, ça n'a aucun sens. Vous présupposez que vous puissiez le déranger. Ouais. Ça le met dans un certain état émotionnel il va tout simplement dire non, vous ne me dérangez pas. Bien sûr que tu me déranges. Donc, partez du principe que vous le dérangez. Mais préoccupez-vous de répondre à la frustration de son quotidien sur le domaine précis que vous couvrez. Ça peut être important. Les personnes que je suis allé voir sur le salon de la Cloud Expo la dernière fois, ils ne m'attendaient pas plus que ça pour parler recrutement. Non. Par contre, ils savaient que je venais parce que j'ai posé un cadre clair de la relation commerciale en prévenant tout le monde, enfin les personnes présentes sur le salon que j'allais venir, qu'on allait parler de ça pendant 15 minutes. J'allais faire une démo. Donc les personnes m'attendaient pour parler de ça. Et pour vous, la digitalisation, ça change quoi ? Ça change rien, sauf si on n'a pas... Enfin, ça change rien si on n'a pas compris que la personne en face existe, que l'on s'adresse à une personne véritable. Et c'est fondamental. Vous vous rendez compte, Emmanuel? Alors, bon, je ne peux pas dire que j'ai évidemment tout lu sur la vente, mais je suis probablement... je sors probablement les 2 premiers livres cette année qui parlent de la vente, donc du point de vue, en intégrant le point de vue de l'acheteur, donc sans lecture de pensée, sans généralisation, sans projection, alors avec quelques petites portes ouvertes que je défonce au préalable, mais véritablement, il y a le vendeur
et l'acheteur. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris qu'il y a deux personnes, on s'abolit des disciplines. On parle aussi bien de vente, de management et de marketing, parce que l'essentiel, finalement, ce sont les interactions humaines. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Alors, Michel Kahn, franchise et partenariat, développer ou intégrer un réseau d'enseignes. C'est la 8e édition, c'est un classique. Et c'est chez Duno. Et Guillermo di Bisotto, question pour un champion de la vente. 22 questions-réponses pour vendre plus et mieux. Et c'est aux éditions Erol. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.